C'est beaucoup d'analyse, de discussion, de réflexion, jusqu'à arriver à la décision finale. En Brésil, Ronaldinho, Ronaldo. Il y en a pas mal, mais si je dois en sortir un, Mbappé. Du bonhomme, là, c'est pas Zizou. Là, c'est pas Zizou. Là, c'est truc. Je vais faire le choix du cœur, je dirais Ronny, parce que voilà, il a laissé sur son passage un héritage extraordinaire. Là, peut jouer ici, peut jouer là, c'est la Bonjour à toutes et à tous, c'est l'épisode 12 de Jeux en triangle. Bienvenue à tous et bienvenue à vous, Geoffrey Sten et David Hernandez. Como state, signori? Là, je t'avoue que je manque. Réponse en italien obligatoire. Molto bene. Molto bene, grazie. Au programme, vous l'avez compris, un peu d'italien, un peu d'espagnol, mais surtout du football. Avec toujours le même principe, on prend 3 joueurs autour desquels on échange avant de donner chacun à notre tour un classement en 3 catégories. Titulaire sur le banc, au placard. Comme d'habitude, n'hésitez pas à partager cet épisode qui est disponible sur toutes les plateformes, à lui donner une note aussi et puis à nous faire part de vos commentaires, c'est comme ça qu'on peut avancer. On a donné quelques indices autour de ce Gioco del Triangolo. Rentrons dans le vif du sujet avec une petite devinette. Combien font 28,5 divisé par 3 ? Un peu plus de 9,7 quoi. 9,66. 9 et demi, messieurs. Ah oui, 9 et demi comme le pardon. poste auquel on s'intéresse aujourd'hui. Putain, faut vraiment que je reprenne mes cours de maths. Hein. Et d'italien. On a J'avais beaucoup de taf pour mon cahier de vacances d'été là. On a choisi 3 attaquants de légende aux positions reculées et à la classe rarement égalée. 3 buteurs mythiques de la Juve, de la Roma et du Real Madrid. C'est parti pour un épisode autour d'Alessandro Del Piero, Francesco Totti et Raúl González Blanco. Préparez vos accents, vos tests PCR et vos vaccins. On va voyager un peu chez nos voisins. C'est parti pour l'échauffement. David, est-ce que tu veux te lancer sur des petits souvenirs ? Allez, je reste en français ou... C'est toi qui vois. Ouais, je vais rester en français du coup. Alors, on va commencer par Alessandro Del Piero. Le souvenir que j'ai, c'est l'ovation qu'il a reçue à Bernabéu un soir de Ligue des Champions en 2008. C'est un match de phase de poule, donc rien de bien folichon, mais il marque 2 buts, dont un coup franc extraordinaire. Et je trouve que de recevoir l'hommage d'un stade comme Santiago Bernabéu, c'est quand même pas tous les jours que ça arrive. Ça classe aussi un peu le joueur et le rayonnement qu'il a eu en Europe. Sur Raúl, il y a sa fameuse célébration avec le bisou sur l'alliance. Mais ce qui m'a marqué, c'est le nombre de buts qu'il réussit en se présentant face au gardien en pied gauche ouvert. Et au dernier moment, à chaque fois, il referme le pied pour dribbler le gardien et marquer. Il l'avait fait, je crois que c'est lors de la finale de la Ligue des Champions 2000 contre Valence, il le fait. Et enfin, Totti, c'est un souvenir beaucoup plus personnel parce que j'ai réussi. J'ai fait le 8e de finale aller Grand à match, Rome. David, t'avais fait un grand match. En position numéro 6. Le 8e de finale aller de la Ligue des Champions contre la Roma de l'OL en février 2007. J'avais fait le déplacement en avion avec le groupe des supporters. Le match, c'est une grosse daube, un 0-0 tout pété. Mais au final, dans l'avant-match, dans les rues de Rome, tu voyais des maillots de Totti partout, sur les gamins et tout. Et c'est là que tu te rends compte du poids que porte ce monsieur dans la ville, dans cette ville historique. Et voilà. Je te rejoins un petit peu sur mon souvenir sur Totti, sur la place de Totti à Rome. Parce que moi, à l'occasion d'un voyage personnel à Rome, je m'étais demandé un peu tout le week-end, j'étais sûr que je voulais acheter un maillot de la Roma. C'était l'année où Garcia était là-bas, je crois. Le maillot était beau. Le coach peut-être pas, mais je m'étais demandé tout le séjour si j'allais floquer Totti ou De Rossi pour au final débarquer dans la boutique, il n'y avait plus ma taille sur les maillots. Mais j'avais réalisé l'importance de Totti quand j'avais vu le nombre de maillots floqués Totti. Le nombre de ces, entre guillemets, c'est pas des statues mais des mannequins un peu à l'effigie de Totti qui sont dans la boutique, enfin c'était juste impressionnant. Ensuite Del Piero,
Encore une histoire de maillot, mais je crois que c'est le tout premier maillot floqué que j'ai eu dans ma jeunesse. Un faux maillot, évidemment, mais je crois qu'il n'y avait même pas le sponsor. Enfin voilà, mais il était floqué Del Piero. Ça, c'est les maillots achetés lors des tournois. Exactement, je sais plus dans quel cadre je l'avais. Gagné à la mais tombola. Voilà, pas loin. Donc c'est celui qui a accompagné, on va dire, mes premiers équipements Kipsta, quoi. Donc c'était un Avec vrai le cage souvenir. jaune, j'espère. Oui, bien sûr. Ouais. Et mon premier ballon Adidas. Donc ça fait beaucoup. Et il était venu juste avant le maillot floqué Beckham au Real Madrid. Mais bon, c'est encore une autre histoire. Mais donc j'ai un vrai souvenir de ce maillot-là. Très, 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 très bon souvenir. Et puis Raoul, il fait partie, lui, de ces joueurs de mémoire qui m'ont un peu éduqué au foot. Il a un peu bercé mon adolescence. Et quand je jouais avec des amis ou même tout seul avec un ballon et qu'on s'amusait à vouloir être des joueurs, je me souviens que je voulais souvent être Raoul. Alors, j'avais pas son pied gauche ni son pied droit d'ailleurs, mais je me souviens avoir voulu m'identifier à lui et notamment à sa célébration bisous sur l'Alliance. Pour Raoul, je vais prendre son but contre Leverkusen en finale de la Ligue des Champions 2002. Parce qu'en fait, du coup, c'est un but qui passe un peu à la trappe dans le souvenir collectif parce qu'il y a une certaine volée du gauche d'un certain numéro 5 du Real, numéro 10 français, qui prend un peu de place au panthéon du Real. Mais en fait, ce but, il est assez symbolique. C'est une longue touche de Roberto Carlos directement dans la profondeur pour Raoul. Et Raoul, déjà, le mec arrive à faire un appel en se disant ouais, Roberto Carlos va me faire une touche longue de 40 mètres. Il n'y a que lui pour l'avoir senti. Et en fait, le but est un peu, c'est pas un but dégueu, mais il la touche juste ce qu'il faut, une petite balle, c'est Hans Jörg Butt, le gardien de Leverkusen, qui la touche un petit peu comme ça, et qui finalement n'arrive pas à s'en sortir. Et voilà, c'est un but pour moi qui symbolise bien Raoul, parce qu'il y a le vice un peu dans l'appel, il y a le sens du but, et cette faculté à marquer un petit peu dans toutes les situations, et finalement pas mal de buts importants. Tu parlais de la finale de Ligue des Champions 2000, ça fait déjà 2 buts en finale de Ligue des Champions, c'est pas anodin dans une carrière. Sur Totti, moi j'ai pris sa célébration selfie contre la Lazio parce que hyper original, parce que le derby, parce que derrière Totti sur la photo finalement que va donner ce selfie, t'as les supporters de la Roma qui sont dans un délire total. Je sais pas, je trouve que c'est une image vraiment marquante parce que elle symbolise à la fois le génie de Totti et son côté un petit peu provocateur de temps en temps. Et puis sa relation fusionnelle de par le fait avec les supporters de la Roma. Et sur Del Piero, ce sera ses coups francs. Et au-delà de ses coups francs, en fait, c'est ses coups francs dans PES. Ah oui, c'est sa petite technique de coup franc, sa petite technique de coup franc dans PES qui était représentée à merveille à l'époque où PES c'était vraiment the référence des jeux de foot. Et voilà, en fait, très souvent ça m'arrivait de prendre la Juve parce que c'était une équipe que j'aimais plutôt bien dans les années 2000. J'adorais Del Piero, et alors c'est frappe sur coup franc. Si je devais choisir, faire mon propre joueur et choisir une technique de coup franc, c'était lui ou Beckham, et c'était plus souvent Del Piero. Et au-delà de ça, beaucoup d'admiration pour la capacité de Del Piero à mettre des coups francs un peu dans toutes les positions, et souvent très proche de la surface, vraiment l'exercice le plus difficile. À 20 mètres, il était vraiment létal pour déposer le ballon dans la lucarne, quoi. On est en jambes, on peut passer au match. T'as fait un match, mon gars. Un match de chez match, on appelle ça. On attaque donc avec Alessandro Del Piero, qui a aujourd'hui 46 ans, 1m74. Ça a commencé du côté de Padoue pour lui, avant de rejoindre la Juve en 93, où il joue jusqu'en 2012. Avant une fin de carrière un petit peu exotique, d'abord à Sydney pendant 2 saisons, et puis au Delhi Dynamos, le mythique club indien en 2014-2015. Voilà, un joueur qui compte plus de 700 matchs avec la Juve, meilleur buteur de l'histoire de la Juve. Et on peut peut-être commencer par là, je trouve dans le profil celui qui avait tous les attributs du génie, en fait, du génie du foot. Ouais, c'est celui même qui, je trouve, par rapport aux 3, était le plus facile à pouvoir intégrer dans un système de jeu différent. C'était avant tout un second attaquant derrière des Ravanelli, des Trezeguet, ou en Italie derrière des Toni. Mais il avait cette capacité à pouvoir jouer sur un côté, même si c'était moins son fort, mais il avait cette capacité technique à pouvoir s'adapter à différents schémas. Et pour moi, il représente, quand je m'imagine Del Piero, c'est l'élégance à l'italienne et en même temps la roublardise italienne, pour moi. C'est quand tu le regardes jouer, il y avait de la grâce dans ses pieds.
il faisait des choses extraordinaires, mais en même temps, à l'image de ses célébrations où tu le vois souvent tirer la langue, ce côté un peu foufou, c'était un lâche-rien, c'était quelqu'un qui était, s'il fallait aller mettre le pied, en préparant, j'ai l'image d'un match contre le Real, mais du coup à Turin, où tu le vois, il pousse un peu trop le ballon, mais plutôt il va aller au contact, il va tacler dans les pieds de Makelele, je crois. Et c'est vraiment ça qui ce côté foufou qui symbolise un peu cette roublardise italienne qu'on peut retrouver aussi un peu chez Totti. Ouais, clairement, c'était celui qui mettait le plus le pied dans l'activité sans ballon. Clairement, c'est celui des trois qui était qui avait le plus de volume. Aussi cette capacité à jouer sur le côté ou dans l'axe, mais vraiment cette capacité aussi à partir du côté gauche notamment, c'était sa spéciale, un petit peu à la Thierry Henry, partir du côté gauche, rentrer sur son pied droit pour l'enrouler côté opposé, c'était vraiment un geste qu'il maîtrisait beaucoup. Et d'ailleurs, là je trouve où Del Piero fait vraiment la différence par rapport aux deux autres. On reste sur l'aspect physico-technique, on va dire, c'est sa conduite de balle. C'était un joueur qui était vraiment capable de faire des différences sur 30-40 mètres, balle au pied, là où les deux autres étaient quand même plus cantonnés à du 2-3 touches et plus vraiment autour de la zone de vérité, alors que Del Piero pouvait beaucoup plus partir de loin, aussi par le fait qu'il avait une excellente qualité de centre. Donc en gros, ça lui permettait d'attirer potentiellement son défenseur à lui pour pouvoir soit le dribbler, soit enrouler des centres. Et ça, c'était aussi une de ses forces, parce qu'il était aussi très fort des deux pieds, quoi. C'était pied gauche, pied droit, il n'y avait pas de souci avec Del Piero. Moi, il y a quelque chose que j'aime bien regarder chez les grands joueurs, c'est si on peut les associer à un autre joueur. Et je trouve qu'il y a quelque chose de très beau, c'est les paires d'attaquants notamment. Et alors là, pour le coup, sa paire avec David Trezeguet, elle était quand même assez extraordinaire. C'était une belle relation déjà technique sur le terrain, évidemment. Deux vrais buteurs, mais au profil différent. Une relation d'amitié aussi, ils l'ont tous les deux dit, et je suis tombé sur un message de Del Piero au moment de Trezeguet au moment de la retraite de Del Piero, il me semble, qui témoignait de tout le respect qu'ils avaient l'un pour l'autre. Et puis il y avait eu cet épisode là où sur une saison ils sont tous les deux au même nombre de buts à la dernière journée, ils se battent pour le titre de meilleur buteur en Serie A. Et ils se laissent chacun un penalty. C'était Del Piero le tireur attitré. Penalty pour la Juve, Del Piero avait déjà marqué, donc il laisse le penalty à Trezeguet, donc un partout en gros dans les buts des deux, et à la fin, nouveau penalty pour la Juve, et cette fois Trezeguet laisse le penalty à Del Piero, et c'est lui qui finira par être meilleur buteur de la saison. Je trouve que c'est une histoire qui est assez évocatrice de ce qu'a pu représenter ce duo. Ouais, et puis l'arrivée de Trezeguet à la Juve, ça marque, je trouve aussi, un tournant dans le jeu de Del Piero. Il était beaucoup plus buteur dans l'âme avant son arrivée, et au moment de l'arrivée de Trezeguet, je trouve qu'il est vraiment devenu plus il avait toujours comme tu dis, ce sens du but, cette volonté d'aller marquer, mais il se retrouvait un peu plus collectif, un peu plus passeur dans l'âme. Et quand tu parles de doublette, j'ai aussi envie de dire une doublette avec Marcelo Lippi. C'est lui qui lui donne les clés du camion à la Juve au tout début. C'est lui aussi qui permet aussi une bascule, je trouve, dans la carrière de Del Piero en 2006, avec cette finale cette finale de la Coupe du Monde gagnée, parce que tu avais un côté un peu loser chez Del Piero. Il avait gagné la Ligue des Champions en 97, mais il restait sur l'euro perdu. Tu avais la finale de la Ligue des Champions contre le Milan AC perdu. Tu avais un peu cette étiquette de loser qui collait à Del Piero, et avec ce mondial où il fait un gros mondial, notamment avec ce but contre l'Allemagne en demi, conjugué avec la descente en série B et le fait qu'il reste à la Juve, ça a apporté encore plus de grandeur à l'histoire de Del Piero et à son palmarès. S'il n'y a pas ce titre de champion du monde en 2006, sa carrière internationale, elle aurait un reflet un peu différent, surtout avec cette fameuse finale de 2000, où il a 2 balles de break, 2 énormes balles de match, une qui est sauvée par Barthez et l'autre qui passe à côté. Voilà, il a clairement dit qu'il avait ruminé très très longtemps ces 2 occasions, et pour cause. Et c'est vrai qu'il y a cette petite bascule en 2006. La Coupe du Monde, il est titulaire sans l'être, il est un peu joker, mais en effet, il est vraiment important, précieux dans le parcours de l'Italie. Et il y a cette épopée avec la Juve, en effet, qui va lui faire prendre une autre dimension. Le duo, d'ailleurs, Del Piero-Trezeguet reste en série B, c'est la fameuse saison avec Didier Deschamps aux commandes. Et en fait, pour moi, c'est le symbole de Del Piero, parce que
rester à la Juve dans ce contexte, même si c'est pas le seul, Buffon aussi est resté par exemple, ça lui cimente sa place dans l'histoire de la Juve, qui est déjà énorme. Comme tu dis, meilleur buteur de l'histoire de la Juve, il est resté 11 ans capitaine de la Juve. Déjà, c'est un record, et 11 ans capitaine d'un tel club, ça classe vraiment un bonhomme. Donc ouais, il y a ce petit tournant en fait en 2006, alors qu'il a déjà 32 ans, qui va lui permettre de vraiment prendre une autre dimension, à la fois dans le cœur des supporters italiens et dans le cœur des supporters de la Juve. Lui, pour le coup, quand il est là-bas, la Juve retrouve le Scudetto, enfin regagne le Scudetto 9 ans après, ramène la Ligue des Champions 11 ans après, et ils se font un doublé Coupe Championnat aussi 34 ans après. Donc il est là dans des moments très forts de la Juve. Il a une première saison aussi intéressante dès ses 19 ans, où il commence déjà à marquer quelques buts, et puis après c'est évidemment une très très grosse longévité. Et puis je voulais quand même qu'on insiste sur effectivement sa qualité sur coup franc, où vraiment on a souvent parlé des Beckham, des Juninho, sans les mettre à leur niveau. C'est un joueur, je crois, qui a pas loin de 30 coups francs en carrière. Effectivement, très souvent de près, mais aussi parfois c'était étonnant, cette capacité j'ai vu quelques images de coups francs d'assez loin, avec pas du tout la même technique de frappe. Pour un joueur plus à la Pirlo. Ouais, voilà, c'est ça. Très très fort et qui flotte un petit peu, et c'est pas un truc qu'on pourrait deviner comme ça de Del Piero. Ça montre aussi un peu, c'est peut-être un ressenti personnel, mais je trouve le ressenti qu'on a de Del Piero à l'échelle mondiale. Je trouve que c'est un nom qu'on citerait pas forcément en premier, qui est un peu oublié malgré la carrière qu'il a eue. Je trouve que c'est quelqu'un qui est pas vraiment reconnu à sa juste valeur, alors que oui, comme tu dis, il a traversé presque toutes les époques de 93 à 2012 à la Juve. Il reste 20 ans à la Juve. Au final, il n'a pas cette reconnaissance qu'on pourrait attendre d'un joueur comme pourrait l'avoir un Totti ou un Raoul à côté, quoi. Il y a peut-être un manque de moments très iconiques. Il y a ce but en demi-finale de Coupe du Monde, mais finalement c'est le deuxième but. Finalement, c'est plus le but de Grosso qui fait basculer le match que le but de Del Piero. Sur les campagnes de Ligue des Champions, t'as pas d'énormes moments à des moments décisifs, dans des matchs décisifs. Et puis t'as aussi un peu cet inconnu qu'il y a avec Del Piero, c'est qu'il s'est gravement blessé au genou à 24 ans, donc vraiment pour le coup en début de prime, et qu'il est sorti de cette période-là avec 2-3 ans vraiment un peu plus difficile. Après, il a réussi à se réinventer, mais il a perdu quand même de cette mobilité, de cette vitesse, de cette capacité d'élimination qu'il avait au début de sa carrière. C'est aussi pour ça qu'il a joué beaucoup plus dans l'axe par la suite, parce qu'il n'avait plus le même volume de jeu qu'il pouvait avoir au début de sa carrière. On considère un petit peu, peut-être un peu en dessous des autres aussi, personnage pas hyper clivant, donc on n'en parle pas énormément, parce qu'il rassemblait vraiment une personnalité à qui tu peux pas reprocher grand-chose, hyper souriant, toujours sportif, fair play, leader charismatique, mais pas tant que ça, quoi. Il était pas solaire non plus. Ouais, on n'en a pas le très grand public n'en a pas forcément un très très grand souvenir quelques années après. Par contre, au moment de sa carrière, c'est un joueur qui fait 2 fois 4e au Ballon d'Or, 95-96, donc c'est déjà une certaine reconnaissance. Et puis, après avoir lu quelques articles, j'ai vu qu'à un moment, il se disputait limite le statut de meilleur joueur du monde avec Ronaldo, quoi. C'est-à-dire qu'il y a un moment où c'était vraiment le joueur en vogue, même si derrière, dans l'imaginaire et dans le souvenir, il a peut-être pas laissé une trace aussi importante. Ouais. Et sa fin de carrière peut-être un peu dégueu à la Juve. Les 3 dernières saisons, c'est vraiment compliqué. La dernière, il joue en fauteuil roulant, il joue 5 matchs. Il joue, mais il sort du banc pour des entrées de 10 minutes. Voilà, il y a le fait de finir en Inde et tout un petit facteur qui fait que aujourd'hui, peut-être l'image qu'on a de Del Piero, elle est un peu tronquée. On enchaîne avec Raoul, 43 ans, Raoul, 1m80, Real Madrid entre 94 et 2010. Une belle expérience du côté de Schalke, 2010-2012. Et puis on a du Al Sadd ensuite pour 2 saisons, même un petit coup de New York Cosmos pour finir un petit peu tranquillement. Un joueur qui, entre le Real et Schalke, a cumulé... juste comme ça, 839 matchs, 364 buts et 133 passes décisives. Je rappelle pas toujours les stats, mais celle-ci me paraissait assez évocatrice. On en parlait un petit peu dans l'avant-propos, c'est celui qui avait le plus d'instinct de buteur, c'est celui qui était carrément le plus buteur dans l'âme, Raoul. Bizarrement, c'est le plus buteur, mais c'est celui que tu penses pas forcément, quand tu penses au Real Madrid, tu te dis pas c'était l'attaquant du Real Madrid des Galactiques, en fait. Tu penses à Ronaldo, et Raoul a eu cette capacité
à s'effacer, je trouve, pour faire place à ces stars qui ont débarqué, alors que c'était quand même lui l'enfant du club, qui a tout connu, le renouveau du Real au début, à la fin des années 90, avec le retour de ces finales de Ligue des Champions gagnées en 98 et en 2000. Ouais, il avait cette qualité de buteur et en même temps cette qualité collective de faire le liant entre les Pavones, qu'on appelait ceux qui étaient issus du club, comme le Casillas, Pavone, et les Galactiques représentés par Beckham, Zidane, etc. et Figo. Et je trouve que si on doit faire une comparaison à l'heure actuelle, c'était un peu un Karim Benzema avant l'heure. Quand il n'y avait pas les Galactiques de porter, il n'était pas tout seul, mais de porter le Real Madrid jusque sur les toits de l'Europe, et au moment où il y a eu l'arrivée des stars, de se mettre en retrait et d'avoir un peu ce rôle un peu plus passeur, comme pouvait l'avoir Karim avec Cristiano Ronaldo. Après, presque trop en retrait, moi je dirais, sur l'époque galactique, parce qu'on a l'impression que ce Real, à ce moment-là, il a un peu perdu son identité. C'est pas que de sa faute, hein, c'est les choix de président, la folie des grandeurs de Florentino Pérez à ce moment-là. Cette identité madrilène, on l'a un peu perdue et il aurait dû en être le garant. Et à ce moment-là, j'aurais peut-être plus eu envie qu'il tape du poing sur la table, qu'il montre la voie à suivre aux autres. Et ça a peut-être manqué un petit peu. C'est aussi, par exemple, ce qu'on a pu retrouver parfois sur sa situation en sélection nationale, où je trouve qu'il n'a pas toujours réussi à apporter ce petit plus mental à son équipe. Voilà, ça reste un joueur d'une élégance absolue, en fait. C'est déjà un joueur qui a le maillot blanc du Real. En plus, à l'époque, tu avais eu un maillot, c'est le maillot avec lequel ils sont champions d'Europe en 2002, ouais, vraiment tout blanc. 2002, ouais, vraiment tout blanc, ouais, sans sponsor. Technique absolument délicieuse, ce pied gauche d'exception, une délicatesse dans la finition, parce que c'est pas un mec qui va te mettre des grosses frappes de 35 mètres, on est plutôt dans un rayon d'action qui est assez cantonné à la surface. Par contre, voilà, une délicatesse absolue, cette faculté à mettre des petits piquets au-dessus du gardien, incroyable. 0 carton rouge en carrière, c'est quand même assez significatif de ce qu'est Raúl, c'est la grande classe tout simplement. On parlait de la fin de carrière tout à l'heure de Del Piero, un petit peu en eau de boudin, entre guillemets. On viendra après sur celle de Totti. Raúl, si vous prenez le Real plus Schalke, il y a 2 saisons dans sa carrière où il fait moins de 30 matchs de championnat. Donc, c'est 26 et 28 matchs. Et tout ça commence avec une première saison au Real où il joue directement. 9 buts en 28 matchs de Liga pour sa première saison au Real. Il est révélation de l'année. Il a 17 ans. Et à peine 20 ans, il dispute son 100e match en Liga. On emploie souvent ce terme de phénomène de précocité. Si Raúl avait fait ça à l'époque contemporaine, on se serait enflammé, quoi. Ouais, il a 20 buts, toutes compétitions confondues, à 18 ans. Donc là, on est dans les standards, voilà, à la Mbappé, à la Benzema, de cette précocité-là, quoi. Ouais, c'est une précocité, mais en même temps, je trouve que cette précocité, on la retrouve plus à l'heure actuelle. Il est tombé dans le plus grand club du monde, le plus starifié par rapport à Del Piero et à Totti. Et en même temps, c'est une idole madrilène, mais je trouve qu'il n'a pas pu profiter de ce statut après carrière. En fait, il devient meilleur buteur du Real Madrid en 2009 et il efface Di Stefano. Même pas 10 ans après. Tu as Cristiano Ronaldo qui arrive, qui était déjà là, mais qui efface des tablettes. En sélection avec l'Espagne, c'est la même chose. Il devient meilleur buteur et puis après, tu as David Villa qui arrive. En fait, tu as l'impression qu'il paye un peu. Déjà en Espagne, il paye un peu les pots cassés parce qu'il participe à la montée en puissance de l'Espagne sans jamais en récolter les trophées parce qu'en 2008, il est écarté par Luis Aragonés de la sélection. Il a ce côté mythique et iconique. Mais en même temps, quand tu regardes les lignes des records, il n'y sera pas. Je trouve ça très paradoxal quand même. C'est vrai aussi en Ligue des Champions. Ça a longtemps été le meilleur buteur historique de la Ligue des Champions. Après, avec une moyenne de buts qui n'est pas exceptionnelle, il est en gros à 0,49, un but tous les 2 matchs. Tu as des joueurs qui font bien mieux aujourd'hui, mais il était là grâce à sa longévité et au fait que le Real, à l'époque, allait soit en finale, soit en demi-finale, quoi, globalement. Mais c'est vrai que Raúl, il paye un petit peu aussi ce côté... Tout à l'heure, tu disais qu'on l'associait pas toujours au fait que c'était l'attaquant du Real des Galactiques. L'attaquant du Real fin des années 90, début des années 2000, c'est lui, mais c'est aussi son duo avec Morientes. On parlait tout à l'heure de duo mythique. Son duo avec Morientes, il est vraiment, vraiment iconique pour le coup au Real.
Et ça joue aussi peut-être un petit peu sur sa perception, mais à la fois ça montre la qualité du joueur qu'il était, parce que pour se mettre au service du collectif, il y avait pas beaucoup mieux qu'un Raoul. Très bon passeur, tu disais tout à l'heure, très gros stats de passes décisives, une excellente vision du jeu, et aussi une extrême justesse dans ses choix, ce qui n'est pas toujours le cas pour des attaquants qui vont finir leur carrière à 300 buts. Là, on est plus sur des chasseurs, sur des gens qui reniflent l'odeur du sang et qui ont envie d'être des vrais tueurs. Lui, il arrivait à trouver le juste équilibre entre cette faculté à tuer l'adversaire et quand il fallait donner le bon ballon au partenaire, il le faisait à la perfection. Ouais, et puis puisqu'on parle de son côté buteur, techniquement, un joueur capable de faire beaucoup, beaucoup de choses devant le but. Tu parlais de sa spéciale, j'ouvre le pied, j'efface le gardien. Il y a aussi eu beaucoup de ballons piqués, beaucoup de frappes en une touche de balle, je trouve. Au 18-20 mètres, le ballon qui venait, frappe direct du gauche. La panoplie d'un pur numéro 9, en fait, même si son poste était beaucoup plus reculé, il avait quand même toutes les qualités du pur numéro 9, ou presque toutes, je trouve, Raoul. Dans les limites, tu t'en as déjà parlé, David, hein, mais c'est vrai que son expérience en sélection, elle est frustrante parce que ses dernières sélections, c'est 2006, juste avant que la Roja n'entre dans son âge d'or. Et puis, ce que je trouve marrant, hein, c'est pas très marrant pour lui, c'est que l'Espagne est quand même championne d'Europe et du monde sans vrai numéro 9. Et tu regardes Raoul, pour le coup, son profil aurait été parfait pour ce système de jeu-là, quoi. C'est ça qui est dingue. À cette époque-là, il est encore performant parce qu'il est du côté de Schalke. Il fait 2 saisons à Schalke. Je crois que Schalke, c'est leur seul demi de Ligue des Champions de l'histoire, c'est avec lui. Il gagne une Coupe d'Allemagne. Et il n'était pas en pré-retraite comme aurait pu l'être Del Piero quand il est parti en Australie ou en Inde. Il a vraiment perduré au haut niveau jusqu'à ce qu'il en puisse plus, on va dire. Il pouvait tout à fait mériter d'être parmi dans la liste des 23 Espagnols, quoi. Ouais, sa force, c'est clairement sa longévité, contrairement à Del Piero ou même à Totti, on en parlera après. T'as l'impression que lui, il n'a pas fait la saison de trop, en tout cas pas en Europe. Il est parti s'exiler dans d'autres contrées pour faire vraiment sa fin de carrière. Il a un palmarès avec 3 Ligues des Champions et 6 titres de champion d'Espagne. Sur ces 6 titres de champion d'Espagne, il y a 14 ans entre le premier et le dernier. C'est un écart qui montre bien le temps auquel il est resté au très très haut niveau. On passe à Francesco Totti, le deuxième italien de ce podcast. 44 ans, Francesco Totti, 1m80, et puis une expérience très simple qui se résume à la Roma, 93-2017. 785 matchs pour 307 buts et 184 passes décisives du côté de la Louve. Parmi les trois, pour moi, c'est presque sans aucun doute celui qui incarne le plus son club au final. Déjà tout bêtement parce qu'il ne l'a pas quitté à la fin de sa carrière, avant la fin de sa carrière, il a fait toute sa carrière là-bas. Et il y avait un côté, lui pour le coup, tu sentais que la Roma coulait dans ses veines. Raoul a été capable d'aller ailleurs en Europe qu'au Real, donc potentiellement de croiser la route du Real. Je pense que Totti, c'est quelque chose, il en aurait jamais été capable en fait. Ça se retrouve dans le fait où il ose dire non au Real Madrid au moment des Galactiques pour pouvoir rejoindre Figo, Zidane et Ronaldo. Déjà, rien que d'imaginer ce quatuor, j'en ai des sueurs froides. Raoul, du coup. Hein ? Avec Raoul, du coup. Mais du coup, que serait devenu Raoul si Totti était venu ? C'est toute la question. Mais oui, c'est vrai que c'est vraiment par rapport aux deux autres, c'est celui qui incarne le plus son club. C'est presque le dernier empereur de Rome dans une ville où, avec tant d'histoire et si ancienne en fait. Et c'est vrai que son aura, comme moi je l'ai dit dans l'échauffement, son aura à Rome, c'est incroyable. Il faut aller à Rome pour en prendre conscience, quoi. C'est l'histoire d'une vie pour lui. C'est complètement anachronique dans le football d'aujourd'hui. En tout cas, tu as l'impression que ça peut quasiment plus se reproduire. Ça a ses limites, c'est-à-dire qu'on dit qu'il incarne le club aussi. C'est un club avec une histoire forte, mais pas exceptionnelle non plus. A contrario, ça donne encore plus de valeur à ce qu'il a réussi à accomplir à la Roma. Parce qu'il est champion d'Italie avec la Roma une fois. C'est un des 3 seuls titres de champion d'Italie de la Roma. Donc ça n'a pas la même place que quand tu es champion d'Espagne avec le Real ou champion d'Italie avec la Juve, où là, ça se compte en trentaine le nombre de titres. Ce qu'il a réussi avec la Roma, il a aussi 2 Coupes d'Italie. Ça a une valeur sentimentale pour lui et pour nous, pour nous permettre de le juger.
faut pas oublier que sans lui, la Roma serait certainement, serait peut-être un club qui serait devenu un club de seconde zone en Italie, alors qu'il a installé cette Roma dans un top 5 italien, dans un championnat qui était à l'époque très fort, le championnat italien des années 2000. Il a réussi à avoir un grand titre, mais en fait c'est déjà très très fort, et c'est presque l'égal de mecs qui ont réussi à gagner avec des champions ou des titres avec la Juve ou le Real. Dans le profil de jeu, on avait un joueur qui a fini sa carrière dans une position plutôt plus avancée, en numéro 9, mais à la base, c'est presque un numéro 10 dans l'âme, en fait, Totti. Et c'est un superbe passeur, Francesco Totti. On parlait en gros, Raoul, ses ballons piqués, Del Piero, ses coups francs. Totti, c'était les passes décisives en général, mais les talonnades, je trouve, il a fait énormément de talonnades. Il en a fait une de ses marques de fabrique. Il a 100 passes décisives de plus que Del Piero en carrière et une cinquantaine de plus que Raoul, juste pour vous situer le bonhomme. Très grand instinct dans les petits espaces pour faire jouer les autres. Pareil, il y a des images où il fait des retournées pour lancer des coéquipiers, pas pour marquer, pour faire des passes décisives. Enfin voilà, très classe dans son jeu en une touche, dans son jeu de remise. Vraiment un superbe passeur, Totti. Je trouve qu'on a une image réductrice de Totti, réduit à peut-être tireur penalty comme il était à la fin de sa carrière, où c'était presque les seuls highlights qu'on avait de lui, mais il avait une palette offensive incroyable. C'est-à-dire que les tirs de loin, les mines à 25-30 mètres sous la barre, c'était quelque chose. Le mieux, c'était ses lobes, le toucher qu'il avait, de sentir comment il arrivait à cacher ses lobes au gardien, c'était sa spécialité. Et pour moi, il avait tout, offensivement, que ce soit dans l'instinct de buteur, que dans l'instinct de passeur. Et c'est ce qui fait aussi que son rôle en Italie est peut-être un peu réducteur, dans le sens où il a que 56 sélections, donc on ne peut pas dire qu'il ait eu un poids exceptionnel au sein de la Squadra Azzurra, mais à chaque fois, dans les deux compétitions importantes où a dominé l'Italie, que ce soit l'Euro 2000, même s'il y a la défaite à la fin, et le Mondial 2006, il est présent, il est là, il marque contre l'Australie en 2006, et en 2000, il est élu meilleur joueur de la finale, malgré la défaite, quoi. Sa carrière internationale va se finir vite, mais plus sur un malentendu en fait. Elle se finit après la Coupe du Monde 2006, parce qu'à ce moment-là, il dit qu'il veut se concentrer sur son club, il a des petits pépins physiques, etc. Et après, en fait, à chaque grande compétition, les sélectionneurs italiens vont se dire « Ah, est-ce qu'on le rappelle, est-ce qu'on le rappelle pas ?» Finalement, tu te rends compte qu'il n'est pas facile à intégrer dans un collectif, parce que c'est un joueur un peu... Tout à l'heure, on parlait de faux lent. Là, on est sur du vrai lent pour moi. C'est un joueur qui fonctionne vraiment à 2 à l'heure. Donc, du coup, pas facile à intégrer dans un collectif. Et tu sais que tu vas pas mettre un joueur comme Totti sur le banc. Donc, du coup, c'était pas facile de le rappeler sur les grandes compétitions. Il y a eu beaucoup de débats en 2008 et en 2012 notamment. Mais voilà, ça me paraissait compliqué. Et tout à l'heure, tu parlais de ses lobes. Moi, ce qui me marque aussi, par exemple, sur l'Euro 2000, c'est sa panenka contre les Pays-Bas sur la séance de tir au but en demi-finale. Il a vraiment ce côté provoque, comme je disais tout à l'heure. Grande confiance en lui, toujours le visage haut, les pecs en avant. Il y a une forme d'ultra confiance chez Totti qui m'a toujours énormément marqué. Je sais pas si on l'a précisé ou pas, mais on parlait de Del Piero, meilleur buteur de l'histoire de la Juve. Totti, c'est évidemment le meilleur buteur de l'histoire de la Roma, c'est toujours bien de le préciser. Il fait 25 saisons quand même à la Roma. Il termine à plus de 40 ans, mais 25 saisons, c'est quand même beaucoup. Et on parlait de son titre en Serie A. Il finit 9 fois dauphin en gros en championnat, c'est un peu dur quand même pour lui et pour la Roma plus globalement. Et puis Geoffrey, tu disais que c'était difficile de le mettre sur le banc, mais du coup c'est ce qui a fait débat sur la toute fin de son aventure à la Roma, où c'était sous Spalletti, c'est ça, où il y a eu des problèmes. Les supporters sont évidemment rangés du côté de Totti, et ça donne quelques moments de tension. Et même si évidemment ses adieux et sa sortie pour son dernier match, tout ça était magnifique, ça reste une fin d'expérience, voilà, forcément à cet âge-là, peut-être pas comme il l'aurait rêvé. Et avant ça, ce qui avait peut-être été aussi gâché par des problèmes récurrents au genou notamment, il me semble. Cette longévité lui a fait plus de mal qu'autre chose. C'était plus devenu un poids à la Roma en se disant c'est Totti qui est toujours dans l'effectif. Il faut essayer de lui trouver une place. Sans lui faire injure, il est dans un fauteuil roulant, donc il faut le mettre sur le terrain quand même. Tu auras des problèmes, toi.
faut le mettre sur le terrain quand même, parce que autrement on va s'attirer les foudres de la courbe à soude. Et ouais, je trouve qu'il avait un caractère et un ego, mais qui est par rapport aux autres, qui se prêtait au final moins au collectif, ce que montrent pas ces statistiques, quoi. Ça n'a pas toujours été un excellent leader de vestiaire, un excellent leader de groupe pour vraiment amener son équipe et tirer son équipe vers le haut. Voilà, il y a toujours cette image d'un Totti parfois un peu effacé dans les grands matchs, pas toujours à répondre présent quand il faut. Même chez les supporters, des fois, il y a eu une forme de, pas de ras-le-bol parce que l'amour était trop fort, mais en fait, quand il y a un amour si fort entre les supporters et le joueur, ça peut aussi clasher. Il y a eu des vraies déceptions, je pense, vis-à-vis de Totti. Et sur son attitude, il y a aussi le fait qu'il était très volcanique parfois sur le terrain. Il finit mine de rien à 11 cartons rouges en Serie A et il est dans le top 10 des joueurs les plus expulsés de l'histoire de la Serie A. Ouais. Bon, ça se joue sur sa longévité bien sûr, mais pour un attaquant c'est quand même pas anodin. Ouais, bon, on a en tête quelques images des derbys de Rome qui étaient particulièrement chauds. Bon, je repense aussi à Daniele De Rossi qui généralement quand la Roma marquait dans ses derbys avait le visage tout rouge. Juste pour terminer peut-être... ce que tu dis sur le fait qu'il n'a pas su être un leader, enfin du moins le leader qu'on attendait, c'est d'autant plus dommage que, comme on le disait plus tôt, il n'a pas eu à côté de lui des Figo, il n'a pas eu des Ronaldo, il n'a pas eu de... Enfin, je ne saurais même pas vous dire la plus grande star avec laquelle Totti a joué à la Roma au final. Donc peut-être que c'est même sûr qu'on attendait d'autant plus de Totti par rapport à ça. Et puis dernier petit truc, on parlait tout à l'heure de Raoul qui s'est arrêté en équipe d'Espagne en 2006 et derrière ça a gagné. Quand Totti s'arrête, la saison d'après, ils font demi-finale de Ligue des Champions quand ils renversent le Barça. Donc là aussi, tu as un espèce de truc un petit peu chat noir qui a amené son équipe au max et l'équipe arrive à faire encore mieux une fois qu'il arrête. Allez, il est l'heure de classer ces trois légendes. C'est parti pour le temps additionnel. 3 minutes minimum. 3 minutes de bonheur en plus. Geoffrey, on attend ton trio gagnant. En titulaire, ça sera forcément Alessandro Del Piero. Là, c'est le cœur qui parle complètement. Mais amour total pour Del Piero. La Juve, le maillot bianconero, sa relation avec David Trezeguet. Le football des années 2000, il est représenté pour une partie dans mon esprit avec Alessandro Del Piero, l'équipe du dimanche. Enfin, voilà, c'est énormément de souvenirs d'enfance. Et c'est le joueur qui, pour moi, était capable de faire le plus de choses sur un terrain des trois. Donc à partir de là, c'est lui que je mets en titulaire parce que je peux le mettre vraiment partout dans mon système et je sais qu'il va m'apporter, il va savoir tout me faire. En remplaçant, ça sera Raoul parce que là aussi beaucoup d'amour pour Raoul, cette élégance, cette classe, vraiment le symbole du Real que j'aimais du début des années 2000. Voilà, le Real presque pré-galactique qu'on préférait, où il y avait juste Zidane et Raoul, et derrière c'était une équipe plus de soutiers, des McManaman, des Makelele. Voilà, c'est cette équipe du Real qui était un peu plus équilibrée que ce qu'on avait pu voir après, et c'est un joueur qui représente le meilleur club du monde, et ça mine de rien c'est pas rien dans une carrière. Et Totti en troisième, c'est un peu dur parce que comme je l'ai dit, je trouve que ce qu'il a fait à la Roma, faut en prendre la dimension, conscience, parce que c'est mine de rien très fort d'arriver à être champion d'Italie, même une fois, avec un club comme la Roma. Mais un peu trop d'irrégularité, un sentiment qu'il manquait un petit truc à Totti pour être un très 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 grand joueur. Il a été juste très grand, c'est déjà pas mal, mais à l'échelle des deux autres, c'est un peu en dessous. Alors moi, je vais mettre Raoul en titulaire. Vraiment, ce qui m'a amené à le mettre là, c'est la stat que je vous ai sortie tout à l'heure sur sa longévité et son nombre de saisons avec autant de matchs joués. J'aime pas m'arrêter au stade d'habitude, mais là vraiment c'est quelque chose qui m'a complètement impressionné. C'est un joueur historique de ce qui est peut-être le plus grand club du monde, même si je ne suis pas un fervent supporter du Real Madrid. C'est absolument hallucinant tous les noms qui sont passés à côté de lui, et même s'il a su, comme tu le disais David, s'effacer, il ne s'est pas écrasé, il a continué à exister en fait à côté de ces grands noms. Et voilà, superbe buteur au Real, en Ligue des Champions, en sélection, il avait même si son aventure aurait pu être plus belle, des très belles statistiques aussi. Donc vraiment, Raoul pour tout ça et pour sa classe, c'est mon titulaire. Del Piero n'arrive pas loin en remplaçant. J'aime son côté artiste à Del Piero, j'aime ce que je disais dans l'échauffement, ce côté un petit peu génie, dribbleur, aussi le côté foufou dont parlait David. Le fait qu'il soit resté lors de la descente en série B aussi, c'est très important à mes yeux dans mon classement.
Et puis son duo avec Trezeguet, évidemment, qui restera gravé. Au placard, Totti. Ce qui est beau, c'est son amour pour la Roma, mais c'est aussi sa limite. Lui, on ne peut pas le juger via le prisme d'un très grand club. Et donc, c'est ce qui m'amène à le mettre au placard. Pas assez de très grands matchs, pas assez de concurrence à la Roma pour que je puisse le juger un petit peu plus en détail. Et me concernant, je vais mettre en titulaire Raoul. Raoul, parce que tout simplement, faire ce qu'il a fait dans le plus grand club du monde, même si ça me coûte de le dire en tant que Barcelonais, il a réussi à passer les époques et à s'adapter à ce qui est devenu le Real sous Florentino Pérez. Pour moi, en fait, il représente presque le genre idéal. C'était qu'il avait cette figure, cette classe et cette élégance avec le maillot blanc. Après, oui, il reste la limite de ce qu'il a pu faire avec la sélection en termes de collectif, parce qu'individuellement, il n'y a rien à dire. Donc, mais je le mets titulaire. En remplaçant, même si son ego fait qu'il n'aime pas trop cette place, je vais mettre Totti. Ce qu'il a réussi à faire avec un club comme la Roma, sans dire que c'est un club un peu moins huppé que pourrait l'être l'Inter, etc. Il a quand même réussi à l'amener sur le toit de l'Italie. Il n'était pas tout seul parce qu'il était avec Batistuta aussi. Mais ce rôle d'ambassadeur, même pendant sa carrière, de la ville de Rome et du club de la Roma, c'est quelque chose que peu de gens pourront faire. Alors après, oui, on peut se poser la question de est-ce que c'était un vrai choix ou est-ce qu'il voulait rester dans sa zone de confort et pas aller voir ce qui se passe ailleurs. Ça restera un point d'interrogation que personne pourra répondre. Mais cette loyauté et ce qu'il a réussi à faire la Roma font que je le mets remplaçant et que je laisse Alessandro Del Piero au placard. Beaucoup d'amour pour Del Piero, je ne vais pas mentir. Je l'ai longtemps eu en remplaçant. Et au final, c'est plus ce qu'a réalisé Totti avec la Roma qui m'a fait pencher la balance dans ce sens-là. Beaucoup d'amour pour son duo avec Trezeguet. Mais je pense que si la Roma était descendue en Série B, la question ne serait pas posée non plus pour lui. Il aurait continué coûte que coûte. Donc voilà pourquoi je mets Del Piero en 3. Des petites surprises dans ce classement qui risquent de faire parler, notamment du côté des placardisés et du dernier placardisé. On serait très curieux d'avoir des supporters italiens qui puissent venir donner leur avis. Peut-être, on est très curieux de connaître vos avis, vos classements, même sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à partager notre émission. D'ici là, le prochain épisode, portez-vous bien. Merci à vous deux, David et Geoffrey. On se retrouve la semaine prochaine. Merci. Ciao tutti! Ciao a tutti!